Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Charles Huillier. Bonsoir ou rebonsoir si vous êtes ici à l'écoute d'Europe 1 depuis quelques heures déjà. Vincent Roy, voilà, cette fois-ci je l'ai bien dit. Nathan Dever, merci à vous deux d'être ici. Alors, on le disait en préambule, dans 3 semaines, Donald Trump sera investi à la Maison-Blanche, un 2e mandat après une année, quoi qu'on en dise, couronnée de succès pour le milliardaire de 78 ans, année couronnée de succès mais pas de tout repos non plus, campagne hors norme où tous les coups étaient permis face à Kamala Harris et même face à Joe Biden, sans oublier cet été la tentative d'assassinat lors d'un meeting en Pennsylvanie. Alors, bref, 2024 aura été l'année de Trump, mais quelle est réellement, sur le fond et sur la forme, la signification de cette victoire? Pour en parler avec nous, Jean-Claude Beaujour, avocat et spécialiste de la politique intérieure des États-Unis. Alors, c'est passé un peu sous les radars ici chez nous, mais Trump a été désigné personnalité de l'année 2024 par le magazine Times. La renaissance politique de Trump est sans équivalent dans l'histoire des États-Unis, explique le magazine. Jean-Claude Beaujour, êtes-vous d'accord avec ce constat? C'est la première fois qu'un candidat, du moins pour la période récente, il y en avait déjà eu un, mais qu'un président battu est réélu après avoir quitté la Maison-Blanche. Oui. Ensuite, la personnalité de Donald Trump faisait imaginer qu'il ne pouvait absolument pas revenir, c'est ce que certains s'étaient dit, oui. D'autant que le Parti républicain ne lui était pas complètement acquis. Il est arrivé à faire 2 choses. La première, c'est que il a phagocyté le Parti républicain, il a expulsé, en tout cas mis à l'écart tous ceux qui n'étaient pas favorables à Donald Trump, y compris les caciques du Parti républicain, je pense à la famille Bush, qui n'a eu aucun impact en disant non, ce Donald Trump n'est pas comme il faut. Il a su, au cours des 4 dernières années, faire campagne sur une thématique, on reviendra sur des thématiques qui ont préoccupé les Américains. Troisièmement, il a su finalement... c'est un homme de médias. Oui. Il a su... Il sait utiliser les médias. Mais c'est un formidable, j'ai envie de dire, animateur, communicant. Il vient on vient de tenter de l'assassiner, il se réveille avec ce point, il dit... Ce point levé, on va continuer à se battre. C'est juste du Donald Trump. Bon, alors, il faut reconnaître que les dernières années, /mois, /semaines, /jours, n'ont pas été de tout repos pour Trump. Largement condamné suite à l'assaut du Capitole. C'était en 2021, je crois, de mémoire, brocardé de toutes parts, moqué parfois, conspué, et surtout victime de cette tentative d'assassinat. C'était cet été en Pennsylvanie. Vous en parliez à l'instant, Jean-Claude Beaujour. Je vous propose d'écouter ce qui s'est passé. C'était donc en juillet dernier lors de ce meeting. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'était? Ce ne peut être qu'une balle. J'ai porté ma main droite à mon oreille et je l'ai abaissée. Ma main était couverte de sang, du sang partout. J'ai immédiatement compris que c'était très grave, que nous étions attaqués. D'un seul mouvement, je me suis laissé tomber au sol. Bon, voilà, alors ça, c'était... Nous étions attaqués. Il n'a pas dit « j'étais ». Oui. Nous étions attaqués. Le « nous », c'est tous ceux, il le revendique bien, c'est cet électorat entre guillemets populaire. Est-ce que c'est un tournant dans la campagne, ça, Jean-Claude Beaujour? Oui, parce que vous êtes aussi homme de médias, le poids des photos, le poids des mots, le choc des photos. C'est effectivement cette photo où on le voit qui vient de manquer un assassinat. C'est quand même pas rien, y compris sur le plan personnel, humain, ça n'est pas rien de se dire je viens de faillir, j'aurais pu mourir, et il se relève automatiquement. Et c'est vrai que le fait de dire nous avons été attaqués, c'est une façon de dire il embarque l'électorat. Mais oui, il embarque l'électorat en disant tous ceux que je combats, tous ceux qui ne veulent pas que nous revenions aux responsabilités, tout cela tente de nous empêcher, nous ne nous laisserons pas arrêter. Jean-Claude Beaujour, également, Vincent Roy, Nathan Dever. J'aimerais quand même qu'on attaque le dur, parce que là, dernièrement, Donald Trump s'est positionné, alors je n'aime pas ce terme, mais contre l'idéologie dominante. Il s'est ouvertement positionné contre le transgenrisme. Il souhaite interdire la transition pour les mineurs et réserver les sports féminins aux femmes, aux femmes biologiques. Je vous propose de l'écouter à ce sujet. D'un simple coup de stylo, dès le premier jour, nous mettrons fin au délire transgenre.
Je signerai des décrets pour mettre fin aux mutilations sexuelles des enfants, pour exclure les transgenres de l'armée et de nos écoles primaires, de nos collèges et de nos lycées. Voilà, alors ça a le mérite d'être clair. Jean-Claude Beaujour, est-ce que vous êtes choqué par ça ou pas ? Moi, je suis le candidat. Est-ce que c'est pas ça qui l'a fait gagner d'ailleurs ? Oui, parce que il est clivant, il prend pas de position, il est clivant, il était à l'opposé des démocrates. Vous vous souvenez que les démocrates se demandaient est-ce qu'on devait faire financer les opérations pour les personnes qui souhaitaient changer de sexe et qui étaient en prison, est-ce qu'on devait financer ? Vous comprenez qu'à un moment donné où l'Amérique se pose des questions, tout le monde s'est dit, mais beaucoup se sont dit, attendez, notre argent, on veut qu'il soit utilisé autrement. Et donc là, il se dit, je suis opposé à cela. Il est dans une ligne de polarisation. Il n'y a pas de demi-mesure. Pour autant, il a été élu, et il est évident que ce type ça vous choque pas, ça, sur le fond, ce type de sortie médiatique ? Non, mais attendez, on n'en est plus, vous savez, on est en 2024, bientôt 25. Vous savez que la campagne de Donald Trump, enfin, les sorties de Donald Trump, on les suit depuis 2015-2016. Donc, et ça fait 30 connaissez l'oiseau. Ça fait 30 ans, 40 ans que j'entends Donald Trump. Donc, je peux vous dire qu'il est clivant, il est comme ça, il organise le rapport de force, quitte à revenir de manière, et je vais vous citer juste une phrase, je serai pas très long, sur les transgenres, il dit que finalement, il dit récemment qu'il s'agit d'une question importante, mais qui ne concerne qu'un tout petit nombre, qu'il y a des questions plus importantes. Aujourd'hui, il dit... mais ce qu'il a dit, il l'a dit. Oui, mais attendez, mais bien sûr, mais c'est Donald Trump, et il a dit beaucoup de choses avant. Nathan Dever, Vincent Roy, Nathan Dever, alors sur cette, pardonnez-moi, je mets de gros guillemets, je marche sur des œufs, cette lutte contre le transgenrisme, alors, parce que ça va à rebours de ce qui se passe par exemple en France où la Haute Autorité de Santé, pour rappel, veut un accès gratuit à la transition de genre pour tous à partir de 16 ans. Voilà, là c'est vraiment deux salles, deux ambiances. La lutte, la haine contre les personnes trans, parce que c'est de ça qu'il s'agit, bien sûr. Quand on dit qu'une transition sexuelle, c'est une mutilation, c'est les mots qu'il emploie. Quand on dit qu'on va purifier l'armée des personnes trans, quand on parle de délire trans, c'est une phraséologie qui a toujours été employée dans les régimes qui se fondent sur la stigmatisation d'une partie de la population, dont il s'agit de purifier la société. Ça peut être parfois les juifs, parfois les immigrés, parfois, comme on les appelait jadis, les métèques, les noirs, etc. Aujourd'hui, ce sont les trans qui suscitent une vague de haine. Pardonnez-moi, Trump part d'un principe qui est peut-être pas si aberrant que ça. Une jeune fille de 15 ans est-elle en responsabilité d'une ablation de ses seins? Non, je suis pas sûr. Tous ces milieux transphobes instrumentalisent la question. Toutes les questions scientifiques posent des questions bioéthiques. Donc la question de la transition de genre pour les enfants, c'est une question bioéthique. Il y a des scientifiques qui travaillent là-dessus, évidemment. Mais ils instrumentalisent cette question pour créer une haine générale contre les personnes trans. Quand vous parlez d'exclure de l'armée des personnes trans, on parle pas d'enfants. Quand on dit que la transition sexuelle c'est une mutilation, on parle pas d'enfants. Tous les cercles transphobes idéologiques et dont Trump assure la traduction dans le langage politique, ce sont pas des cercles qui se cantonnent à la question de la transition dans l'enfance, qui est une question qu'on peut discuter évidemment. Mais quand Donald Trump dit vouloir combattre le wokisme, alors wokisme, je rappelle le terme, les minorités sexuelles, raciales, religieuses, j'en oublie. C'est quand même un pied de nez à l'idéologie dominante. Je regarde Netflix, certaines séries, il y a sans arrêt, ça nous est rabâché, des minorités sexuelles, ethniques, religieuses, plus que de raisons surreprésentées. Vincent Roy, je ne sais pas ce que vous en pensez. Elle n'est plus dominante. C'est tout le problème de Trump. C'est qu'à mon avis, il a compris quelque chose à la société américaine. Sans doute d'ailleurs que on a parlé d'une victoire du Trumpisme, on a parlé d'une victoire des républicains. Moi, je pense que c'est plutôt une défaite des démocrates. Oui. Et c'est ainsi qu'il faut... Enfin, en tous les cas, c'est ainsi que je le lis. Et dans son combat contre le wokisme, dont vous dites idéologie dominante, il a compris que ça n'était plus l'idéologie dominante. Et que ça veut dire que vous pensez que le wokisme perd du terrain aujourd'hui dans le monde? Je pense que manifestement... Jean-Claude, n'hésitez pas à réagir. Je pense que le wokisme a perdu du terrain. La preuve, c'est que Trump a été réélu. Pardon, Vincent Roy, j'allume ma télévision, je suis abreuvé de wokisme. Bientôt, Pierre Ninet jouera le rôle de Malcolm X. C'est ça aussi le wokisme. En tout cas, vous avez les images... On parlait des États-Unis. Mais ça n'est pas pour autant que ces messages-là sont
sont réceptionnés de manière aussi massive. Parce qu'en réalité, le problème des démocrates, c'est que, et je partage l'idée suivant laquelle il y a une défaite des démocrates, c'est l'absence, finalement, ils se sont situés au cours de cette campagne contre la personne de Donald Trump, avec un certain nombre de sujets qui ne touchaient pas finalement la majorité, parce que prenons l'exemple du transgenre, et je partage avec vous l'idée de se dire, il y a une volonté de stigmatiser, d'organiser, etc. Mais ça touche au fond, ça touche une minorité. Or, dans l'esprit de Donald Trump, lui, s'adresse à une majorité. L'inflation, ça touche une majorité de gens. Le pouvoir d'achat, ça touche une majorité. Au fond, moi, ce que me disait une femme démocrate qui a fait campagne, elle me disait, vous savez, au fond, l'avortement, on ne se réveille pas tous les matins en pensant à l'avortement. Donc, même si l'avortement est un vrai sujet, est un vrai combat politique, pour autant, lorsque vous parlez à un électorat dans sa globalité, ça touche les femmes qui sont concernées, puis même les femmes vous disent, on se réveille pas tous les matins, alors que le panier de la ménagère, on analyse la situation politique telle qu'elle est. Le panier de la ménagère, c'est tous les jours, et c'est comme ça que Donald Trump raisonne. Je suis persuadé. Nathan Devers. Je pense qu'il y a une clé centrale de la victoire de Donald Trump. Il avait dit une phrase une fois, qui était très juste pour le coup, au tout début de sa carrière politique. Il avait dit, je pourrais aller sur la 5e avenue, prendre un pistolet, tirer sur un piéton au hasard, je ne perdrai pas un point dans les sondages. Et il est vrai que depuis son entrée en politique, tout ce qu'il a fait, normalement pour n'importe quel autre homme politique, ça lui aurait tué sa carrière, ça l'aurait condamné à une sorte de mort sociale définitive. Trump a un totem d'immunité, c'est ça ? Un totem d'immunité qui est dû à quoi ? Qui est dû, je pense, à plusieurs choses, mais notamment une, c'est qu'il dit toujours, et encore une fois, il a objectivement raison, il dit, ce que je dis en privé, je le dis en public. Je suis objectivement le même homme en privé et en public. Nature peinture. Exactement. Et on le voit. Alors moi je le connais pas personnellement, mais on le voit quand il y a des enregistrements de lui qui fuitent en privé, etc. On voit bien qu'on a un individu qui ne fait pas cette division entre la parole privée et la parole publique. Le off et le on. Exactement. Par opposition, quelqu'un comme Barack Obama a construit toute sa carrière sur une sorte de coolitude dans l'image. Or, évidemment, on le voit bien quand on lit ses mémoires, et je pense que les Américains l'ont bien compris, on n'a pas affaire à quelqu'un de particulièrement cool. On a affaire à un représentant des élites, intellectuel, culturel, politique, très guindé, très sérieux, qui, avec une distinction. Je crois que toute la démocratie bourgeoise représentative s'est fondée sur la distinction parole privée, parole publique. Et que le propre des populistes d'aujourd'hui, on pourrait parler de Trump, on pourrait parler d'autres populistes ailleurs dans le monde, c'est qu'ils veulent couper cette séparation. Et en effet, ça peut être très séduisant pour l'opinion publique. Parce que vous vous dites, je sais qui est cet homme. Mais je sais. Et ce type-là, quand il est dans sa cuisine, quand il est dans sa chambre à coucher ou quand il est dans un débat télévisé, c'est le même. Il est comme nous. Et il est comme nous. Vincent, mais ce serait long à expliquer. Identification, Vincent Roy. C'est dangereux. Et il est comme nous. Absolument. C'est-à-dire que non seulement, on le retrouve dans sa salle de bain, mais tel que nous y sommes d'une certaine façon. Et pour en revenir à cette affaire de wokisme, ça a été son combat. Mais son combat, pourquoi ? D'abord parce qu'effectivement, il fait peu de cas des minorités. Pour lui, une minorité reste une minorité. Or, il ne s'adresse qu'à une majorité. Une majorité qui, de surcroît, lui ressemble. Car il connaît très bien les États-Unis. Les WASP, White Anglo-Saxon Protestant, c'est ça ? Au-delà de l'ethnie. Au-delà de la couleur de peau, on a beaucoup vu que les African-Américains étaient présents à ces meetings. Absolument. Ont beaucoup voté pour lui. Les femmes ont voté en masse pour lui. Donc, il faut bien comprendre dans quel segment il se positionne. Alors, on peut appeler ça populisme, effectivement, mais le combat contre le wokisme, c'est d'abord et avant tout le combat contre des minorités dont il fait peu de cas parce qu'il pense, et il a eu raison au moins dans le calcul électoral, il pense qu'elle pèse peu. Elle pèse dans les médias, elle pèse dans l'intelligentsia, elle pèse dans un certain nombre de domaines, elle pèse pour des intellectuels, pour la high class, si vous voulez, et pour le reste, elle ne pèse pas, ils en font peu de cas et ils vont continuer. Donald Trump a bien compris et il est parvenu à faire croire qu'il n'était pas issu de l'establishment, alors qu'évidemment il est issu de l'establishment. C'est un magnat de l'immobilier new-yorkais et il a toujours été, à 30 ans, il était déjà immensément riche. Pour autant, il parle aux Américains, l'Américain du coin vous dit, il parle comme moi, il est comme moi. Ça, il y est parvenu. Et les thématiques, c'est pour ça, écoutez bien ce qu'il dit, les thématiques qu'il aborde sont, vous l'entendez, il est incapable de suivre complètement le prompteur, il va, il vient. Et c'est comme ça. Effectivement, il a cet avantage pour lui par rapport aux démocrates qui, faute d'une ligne politique très
très claires, ne sont pas parvenus Regardez, J'aimerais on va marquer une courte page de publicité. Je garde Jean-Claude Beaujour avec moi, si vous êtes d'accord, parce que vous êtes intarissable et passionnant. Je rappelle que vous êtes avocat spécialiste de la politique aux États-Unis. Merci Jean-Claude Beaujour, vous restez là. Et Vincent Roy, d'un tour de verre, évidemment, vous êtes dans les parages et n'hésiterez pas à participer au prochain échange qui concernera les rapports avec Elon Musk. Entre Trump et Elon Musk, apparemment, il y a du rififi dans l'air. À tout de suite. Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h. Sur Europe 1. Allez, on retourne et on revient à nos moutons avec ce débat passionnant d'ailleurs. Je rappelle qu'autour de la table, nous avons Jean-Claude Beaujour, avocat, spécialiste donc de la question des États-Unis et de la politique intérieure aux États-Unis. Et je rappelle nos deux débatteurs, plutôt sociétaires que débatteurs, les deux même, Vincent Roy et Nathan Dever. Merci messieurs d'être ici parmi nous. Alors on le disait tout à l'heure, juste avant que Brandon Warrett nous rejoigne, il y a du rififi dans l'air tout de même entre Elon Musk et Donald Trump. Elon Musk qui était véritablement l'homme fort de la campagne de Donald Trump. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de livres très éclairants qui l'ont démontré. J'aimerais vous demander, Jean-Claude Beaujour, votre avis sur l'évolution de la relation entre Musk et Trump ces derniers mois et surtout ces dernières semaines avec les premières tensions qui fleurissent. Alors, la première chose, c'est qu'il faut bien comprendre que dans le système institutionnel américain, il y a un ticket Donald Trump, J.D. Vance. Il ne nous aura pas échappé qu'au cours de ces derniers mois, au cours des 3 derniers mois, le vice-président a quasiment disparu au profit d'un homme qui n'est pas sur le ticket, Elon Musk, qui est un milliardaire dont on connaît le passé. Ça, c'est la première chose et c'est surprenant puisqu'habituellement, le président fait campagne. C'est un trio. Il faut savoir que J.D. Vance pourrait être appelé à remplacer le président en cas de problème. Ça, c'est la première chose. Le deuxième inconvénient, c'est que Elon Musk était effectivement un milliardaire avec des entreprises qui ont des contrats avec le gouvernement américain, ce qui pose un problème de conflit d'intérêt, en sachant que nos amis américains sont quand même très très forts pour pouvoir nous imposer, élaborer des règles de prévention des conflits d'intérêt. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis la troisième chose, c'est que Elon Musk, évidemment, a une vision extrêmement guerrière, je dirais, de la politique économique, de la gestion d'entreprise. C'est il y a des emplois, il y a trop de salariés, il faut supprimer, on coupe les salaires. Vous voyez, autant de réactions qu'on peut avoir lorsqu'on a, et je m'arrête là-dessus, on a une entreprise. Autant lorsqu'on est un homme politique, un homme ou une femme politique, ce sont des décisions qui sont difficiles à prendre parce que derrière, vous avez une opinion publique, parce que derrière, vous avez des hommes et des femmes qui peuvent être sans emploi et donc sans ressources, surtout aux États-Unis. Nathan Dever. Oui, alors les tensions qu'on observe aujourd'hui entre Donald Trump et Elon Musk sont passionnantes. Il y a eu un moment de lune de miel. Lune de miel pendant la campagne, où je pense qu'Elon Musk n'est vraiment pas pour rien dans la réélection de Donald Trump, notamment par X. Depuis l'élection, il y a eu notamment un appel avec Zelensky, président ukrainien, ou avec Donald Trump, où Donald Trump a passé le téléphone à Elon Musk. Notre-Dame aussi. Vous vous rendez compte que Elon Musk se mette à gérer les affaires géopolitiques sur le dossier le plus brûlant qui soit, à savoir le dossier ukrainien. Mais là, il y a depuis une semaine des tensions très très fortes sur un sujet majeur, qui est la question des immigrés qualifiés. C'est pas les médias qui créent cette tension, selon vous, Nathan Dever ? Objectivement, il y a eu une opposition et Donald Trump a tranché en faveur d'Elon Musk. Elon Musk a demandé qu'on puisse réintégrer des immigrés très qualifiés, notamment des ingénieurs, etc., notamment pour ses propres entreprises, mais de manière plus globale, pour sa vision de l'économie, et qui viennent notamment d'Asie. Et en fait, il y a eu une opposition avec les partisans un peu de la ligne dure du mouvement MAGA, Make America Great Again, qui estiment que les immigrés, c'est non, qu'ils soient qualifiés ou pas qualifiés, parce qu'ils volent les postes des Américains. Pourquoi c'est intéressant ? Donald Trump a fini par trancher en faveur d'Elon Musk. Mais c'est intéressant parce que ça montre bien que Donald Trump a été élu sur... mais alors, qui est le président ? Je comprends pas là. On dirait que c'est Elon Musk. Non, mais comme tout président a des électorats qui se recoupent et qui se cumulent, mais qui sont pas toujours d'accord. Donald Trump a été élu. Vous parliez de lutte contre le wokisme, mais derrière ce vocable-là, il y a deux choses un peu différentes. Il y a d'une part des gens qui sont sur un refus massif, total de l'immigration. Souvent,
c'est des gens qui appartiennent aux milieux les plus défavorisés, etc., de son électorat. Et puis vous avez eu aussi, et Elon Musk n'est pas le seul, des membres des élites économiques, soit de la très très haute bourgeoisie, soit clairement les grands héros du capitalisme américain, ou en tout cas certains de ces grands héros, qui eux évidemment sont pas dans cette logique-là. Et ce qui est intéressant à souligner, c'est que Donald Trump n'est même pas revenu au pouvoir, qu'il a déjà tranché en faveur de la ligne des milliardaires. Et peut-être, il faut se poser la question de savoir si ça va pas décevoir à long terme ses électeurs. J'aimerais qu'on écoute, Nathan Dever, un extrait de ce qu'a dit Elon Musk il y a, je crois, quelques heures, 2 heures très exactement. Écoutons Elon Musk. Je pense qu'il est important que les gens aient suffisamment d'enfants pour soutenir la civilisation et que nous ne nous épuisions pas parce qu'ils disent que la civilisation pourrait mourir avec fracas ou avec un gémissement. Si nous n'avons pas assez d'enfants, nous mourrons en gémissant dans des couches pour adultes et ce serait déprimant. Il faut faire plus d'enfants, au moins faire suffisamment d'enfants pour subvenir aux besoins de la population. Bon. Voilà, Elon Musk à l'instant. Alors, on a toutes les cases ici qui sont cochées finalement de cette droite très très conservatrice, faites des enfants pour assurer finalement nos vieux jours. Faites des enfants. Il faut faire attention à quelque chose que vient de dire Nathan. Et pour le connaître, je sais comment il le dit et pourquoi il le dit. Mais il faudrait pas tout ensembliser, c'est-à-dire penser que les gens qui sont contre l'immigration, par exemple, aux États-Unis, vous disiez, sont les plus défavorisés. C'est une réalité, Vincent Roy. Non, mais il faudrait pas aller jusqu'à dire ceux qui refusent l'immigration en bloc seraient les moins cultivés, un peu à l'instar de ce qu'on fait en France, les fachos, les petits, les sans grade, c'est vrai que c'est la petite musique. Oui, c'est la petite musique qu'on entend. Elle est moins simple que ça, la petite musique. Alors il y aurait des intellectuels new-yorkais ou non, je parlais d'intérêt économique de milliardaires. J'entends bien. Non, mais justement, je voulais reprendre là-dessus aller plus loin. Il y aurait des intellectuels new-yorkais comme il y a des intellectuels parisiens qui trouveraient absolument formidable qu'on accueille absolument la terre entière au nom de je ne sais quel ultra-civisme généralisé, et tout cela peinturluré en moraline, parce qu'il faut pas se... Et puis il y aurait les défavorisés qui sont aussi les sans grade et qui refuseraient qu'on vienne leur piquer leur travail, etc. Ça, c'est quelque chose que Trump a très bien compris, à mon sens. Il a très bien compris ça, et c'est la raison pour laquelle toute une partie de son discours anti-immigration, alors même qu'il sait que... Est-ce que ce qu'on vient d'entendre est un discours anti-immigration? Faites des enfants plutôt que de nous ramener éventuellement c'est quand même un discours immigrée. À tout le moins, si ce n'est anti-immigration, à tout le moins hyper protectionniste. Voilà, on est d'accord. Voilà, bon. C'est cousin germain. Et c'est particulièrement un discours anti-woke. Particulièrement. Mais oui, c'est ce qu'il faut entendre. Je vais répondre sur ce point, je vais répondre à votre question. En réalité, vous avez quoi? Vous avez un discours de campagne, et on dit ce qu'il faut dire pour que le plus grand nombre vote pour vous. Et puis après, vous avez des réalités. C'est-à-dire que d'une même personne, vous pouvez avoir des comportements, des réactions qui sont contradictoires. D'un côté, il faut dire je suis contre l'immigration parce qu'effectivement, ce que vivent, moi je passe un peu de temps dans le sud des États-Unis, il y a des gens qui sont très bien, qui me disent mais il y a trop d'immigrés qui passent la frontière. Voilà, c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils vivent et il faut l'entendre. Et puis il y a tout ce qu'on dit autour. Et de l'autre côté, vous pouvez être pas très loin où on vous dit, on a besoin de gens pour pouvoir travailler dans les jardins, parce que je vais vous dire, l'été, quand vous êtes au Texas, les types qui par 40 degrés font le jardin, c'est pas des gens qui parlent l'anglais de Cambridge. Donc, on voit bien qu'il y a une réalité économique parce que les États-Unis ont aussi besoin de cette masse de population. Et donc, toute la difficulté, c'est de trouver le bon équilibre entre les promesses de campagne que certains entendent et puis une réalité économique. Il n'y a pas que les milliardaires, il y a tous ceux qui ont besoin de ce personnel et ces personnes. Est-ce que ce discours, cette situation est transposable à la France finalement? Elle a en tous les cas plein de points communs. Oui. Elle a en tous les cas plein de points communs. La possible victoire des populistes, y compris en France, de ce qu'on nomme les populistes, évidemment, on peut l'imaginer dans un futur. Après, on peut la critiquer, mais enfin, écoutez le discours de Marine Le Pen. Vous avez des gens qui sont très... Marine Le Pen sera peut-être conviée à l'investiture de Trump avec Mélanie. Vous avez des gens aujourd'hui dans ce pays qui sont quand même capables de vous dire faites plus d'enfants
population, plutôt que d'importer une population immigrée. Nathan Devers. Personne n'est devin, bien sûr. Mais en tout cas, on peut constater ce qui existe déjà. La réalité du Trumpisme a été transposable, avec des différences, bien sûr, au Brésil, à la Pologne, à l'Italie, à l'Angleterre, à Israël, à l'Argentine, pas à la France. De la même manière que à l'époque du siècle passé, la réalité du fascisme a été portée dans beaucoup de pays. La France, par le suffrage universel, Vichy a été élu, a été porté au pouvoir par les députés. Le suffrage universel français n'a jamais porté au pouvoir le fascisme au XXe siècle. Et là, il semble, pour l'instant, ne pas avoir toujours refusé de porter au pouvoir le populisme. C'est évidemment pas les deux phénomènes, historiquement, il y a des différences entre les deux. Vous pensez pas que c'est l'idéologie dominante, ça, Nathan Devers, là, ce dont on parle ? Non, je crois que c'est une forme quand même de lucidité française sur le fait que aussi bien, c'est 2 siècles différents, mais au XXe siècle, le peuple français, ce n'était pas son langage, ce n'était pas son histoire, ce n'était pas, pour parler en hegelien, son esprit, son génie. Et je crois que, j'ose espérer que ça continue d'ailleurs, mais qu'au XXIe siècle, il y a quelque chose dans la manière dont on a construit une démocratie. En fait, le grand clivage aujourd'hui, c'est ceux qui pensent que la démocratie, c'est le vote, uniquement le vote. Et ceux qui pensent que la démocratie, c'est le vote, plus la construction d'une société démocratique par une qualité du débat public. Et ça, c'est la situation française aujourd'hui, ce qui fait qu'à mon avis, on résiste quand même, pour l'instant, à cette vague mondiale de populisme. J'espère que vous avez raison, mais je crois très honnêtement que vous faites fausse route. Mais j'espère que vous avez raison. Pourquoi ? Non, mais illustrez. Parce que je comprends ce que dit Nathan. C'est-à-dire qu'on a été un peuple tellement enraciné qu'il était effectivement difficile de nous couper de nos racines. C'est quoi le fascisme en Italie ? C'est un homme c'est un Italien qu'on essaie de couper de ses racines. Ce qu'a en partie réussi pendant une période quelqu'un comme Mussolini. Fascisme en Espagne, le cas est très différent. Mais si on prend le mot fascisme, c'est-à-dire c'est vraiment quelqu'un qu'on veut couper de ses racines. En France, les racines françaises étaient tellement enracinées qu'il n'est pas passé par nous, à mon sens, en raison de cela, et uniquement en raison de cela, de cet enracinement très fort, et qui pour part est religieux d'ailleurs. Vincent Roy, c'est l'une des raisons. Nathan Devers, merci beaucoup. Jean-Claude Beaujour, il y a de la publicité, mais je vous garde après si vous voulez, on aura le temps. Il n'y a pas de souci, vous aurez tout votre temps, Jean-Claude Beaujour, pour nous donner vos éclairages extrêmement instructifs, puisque Europe 1 Soir Week-end, c'est jusqu'à 21h, donc il nous reste 17 minutes où on aura le temps de tout se dire. À tout de suite. Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h. Sur Europe 1. Ne pas attendre. Où qu'ils soient, les enfants gravement malades ne devraient pas attendre pour se faire opérer. Surtout quand leur vie ne tient qu'à un fil. Aidez la chaîne de l'espoir à les sauver. Plus vous donnez, moins ils attendent. Donnez à la chaîne de l'espoir sur chaînedelespoir.org. 75% du don déductible des impôts. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Charles Huillier. Nathan Devers, Vincent Roy, nos 2 débatteurs du jour, et puis notre invité dont on remercie la présence, c'est Jean-Claude Beaujour, avocat et spécialiste de la politique intérieure aux États-Unis. Merci encore Jean-Claude Beaujour d'être parmi nous. Alors, y a-t-il un Trump à la française que vous pourriez voir poindre